France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Au temps des notables, le maire au centre du village. Il y a eu les échevins, les consuls, les syndics et il y a Monsieur le maire. Monsieur le maire, personnage important dans sa commune. Il représente ses administrés auprès du pouvoir, du préfet, du gouvernement, de l'État et il représente le pouvoir au plus près des gens, nommés ou élus, ça dépend des régimes. Le maire, dans sa commune, est un relais de pouvoir. À son aspect, tous les chapeaux se lèvent rapidement. Xavier Mauduit. C'est le maire de Verrières, Monsieur de Rênal. Il est riche. Le camarade maire prie monsieur l'archiprêtre d'honorer de sa présence la cérémonie de caractère social qui se déroulera demain à 10h, place de la Liberté. Monsieur le maire, cela ne se peut pas. Comment ? Ça est une malheureuse à insulter un bourgeois. Inspecteur Javert, écoutez. France Culture. Vous êtes un honnête homme. Et je ne fais nulle difficulté de m'expliquer avec vous. Monsieur le maire, permettez... Plus un mot. Pourtant... Sortez. Le cours de l'histoire. Voilà, il est sorti. Mais nous, on est là. Bonjour Corinne Marache. Bonjour. Vous êtes historienne, professeure d'histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne. Avec cette réflexion, nous avons autour de la figure du maire, personnage important, disais-je, au 19e siècle. Donc vous êtes la spécialiste. C'est sûr que c'était un personnage incontournable. Il est au plus près des gens. C'est le pouvoir au plus près de la population ? Ah oui, clairement, au 19e siècle, c'est vraiment le maire qui, localement, incarne le pouvoir. Il faut bien avoir en tête que cette population rurale, elle est quand même souvent encore, au moins au début du siècle, très éloignée des choses du pouvoir, très éloigné des grands centres politiques et décisionnaires. Donc ce maire incarne clairement la représentation du pouvoir au village. Et puis on a quand même un va-et-vient de population qui fait que les relais sont nombreux entre le pouvoir central, souvent à Paris, avant c'était à Versailles, et puis ce qui se passe dans les populations. Nous avons des gens qui se déplacent beaucoup, qui cumulent parfois des fonctions, qui sont dans des réseaux qui leur permettent d'avoir des informations. Oui, ce maire est au plus près, lui, en tant qu'interface finalement, de tout un tas de responsables et d'autres représentants de l'État, les conseillers d'arrondissement, les conseillers généraux, quelques sénateurs parfois, certaines viennent au village, on aura peut-être l'occasion d'en parler ce matin, et le maire les rencontre à moult reprises. Donc effectivement, il est dans ses réseaux, il a toutes ces informations. C'est par exemple lui qui informe ses concitoyens des changements de régime, etc. Donc c'est un personnage majeur et un personnage qui est en connexion permanente avec d'autres personnages de l'État. Ben voilà, c'est pour ça qu'il faut lui consacrer une émission Exactement. à ce maire, avec aujourd'hui pour en parler, Gaëlle Charcosset, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, vous êtes historienne, professeur ici d'histoire-géographie avec une thèse, la politique au village, histoire sociale de l'institution municipale, avec ici, moi je voudrais de votre part une précision, parce que bien souvent l'idée que le maire naît avec la Révolution est avancée. Est-ce qu'on peut le dire ? Est-ce qu'il existait des maires avant la Révolution ? Alors, au moment de la Révolution, les différents statuts qui existaient dans les villes, paroisses, bourgs, est unifié par un décret le 12 novembre 1789. Donc, on met fin à cette diversité des termes qui étaient utilisés, parce que, comme vous l'avez dit en introduction, on trouvait le terme d'échevin, de consul, de capitoul. Et là, ce décret uniformise à la fois l'organisation de l'institution et la dénomination sous le titre de maire. Voilà, parce qu'au moins il se passe quelque chose sous la Révolution, on le comprend, ça ne veut pas dire qu'auparavant il n'y avait pas d'institution municipale, Corinne Marache. La longue histoire de ces institutions municipales, on ne va pas la tracer ici, mais il y avait une grande diversité de situations, mais l'existence quand même de décisions au plus près des gens. Oui, la Révolution, en instaurant ce premier niveau finalement de l'État qu'est la commune, uniformise les situations et change complètement la donne. Finalement, c'est une première étape de tout un processus qui va s'opérer au XIXe siècle et dans lequel le maire joue un rôle capital, qui est celui d'une forme d'intégration au national, parce que cette uniformisation des institutions, via la mise en place de la commune et du conseil municipal et du maire, elle est aussi un des rouages essentiels de cette intégration au national et finalement de cette inscription de la commune dans un processus qui va l'amener jusqu'à l'État-nation à la fin du siècle. Gaëlle Charcosset, vraiment, c'est au niveau de la commune, à cette échelle-là, que l'on sent que se construit la France. On voit bien dans ce que vous nous dites que la naissance des maires au sens
moderne du terme, en décembre 1789, c'est une histoire réellement nationale et locale. C'est très intéressant à voir. Ça se décide peut-être à Paris, mais la réalité, c'est sur le terrain. Voilà, exactement. On a affaire par les profils sociaux à des personnes bien établies et justement le pouvoir joue aussi de cette assise sociale pour assurer son audience. Comment d'ailleurs sont-ils choisis ces maires quand en 1789 on décide d'unifier? Alors il y a les communes qui sont créées et puis ce système avec des conseils municipaux et des maires. Ils sont choisis comment les maires? Gaëlle Charcosset. Oui, pardon, excusez-moi. Ils sont élus dans un premier temps. L'institution bouge en réalité sur ces années révolutionnaires et il y a d'autres personnels municipaux qui les accompagnent. Il y a aussi un procureur qui est un agent national ensuite sous la Terreur qui représente l'État et puis il y a les officiers municipaux par ailleurs. Donc on a des statuts différents sous la Révolution. Des statuts différents sous la Révolution et c'est toute cette réflexion que l'on peut avoir sur la manière de choisir les maires entre la nomination et l'élection. Premier temps, élection, on sent bien qu'on revient en arrière, nomination. Ce qu'on peut dire, Corinne Marache, c'est que sur ce temps long, quel que soit le mode de désignation du maire, élection ou nomination, il y a toujours un contrôle du pouvoir. Oui, très clairement. Donc effectivement, durant une grande partie du 19e siècle, à l'exception du moment révolutionnaire et de 1848, une petite fenêtre en 1848, pendant une grande partie du siècle, les maires sont nommés. Ils seront de nouveau élus de manière définitive à partir de la Troisième République et de la loi de 1884. Mais effectivement, la constante, c'est que ces maires représentent le pouvoir au village. Ces maires sont finalement sous la tutelle d'abord et puis ensuite aux ordres du préfet et du sous-préfet. Donc ils administrent leur commune, il y a des prérogatives qui sont les leurs et on aura l'occasion de reparler de leur fonction au village. Mais très clairement, ils sont là pour représenter les lois, pour représenter les décisions de l'État et administrer au nom de l'État ce rouage qu'est le village. Pour que ce soit bien clair, si le maire est nommé ou si le maire est élu, on voit bien la distinction, mais le pouvoir est toujours là sous contrôle. Le conseil municipal, lui, est élu ? Le conseil municipal est élu, et notamment à partir de cette loi de 1831 qui le fait élu au suffrage censitaire avec une assise électorale bien plus large que les autres élections, premier pas vers la démocratie. Et puis à partir de 1848, il est élu au suffrage universel. Avec Gaëlle Charcosset, ce moment napoléonien, on l'imagine souvent qui se réduit à l'Empire lui-même, mais on sait bien que ce qui se passe avant est déjà là en germe sous le Directoire. Il y a à la toute fin du XVIIIe siècle, alors que la Révolution est en train de se terminer, une mise en ordre de cette politique municipale. Les maires sont de plus en plus sous la coupe. J'ai envie de dire que le moment révolutionnaire avec des maires élus et pourquoi pas un peu de pouvoir s'estompe très vite. Oui, tout à fait. Dès l'an 8, le 17 février 1800, une loi vient mettre à plat la division du territoire de la République et l'administration. Et à ce moment-là, en fixant les circonscriptions en même temps, la commune se voit représentée par un maire, il y a un adjoint, il y a un conseil municipal, ils sont tous nommés à partir de cette date-là. Alors avec un processus qui repose parfois sur une double proposition, qui permet au préfet ou au sous-préfet de choisir. Mais parce que c'est ça, c'est cette hiérarchie administrative que le monde nous envie, disons-le, non mais extrêmement pyramidale. Et dans cette hiérarchie administrative, on a ici le maire. Alors dire qu'il est en bas, ça voudrait être un peu péjoratif, ça pourrait paraître péjoratif, mais pas du tout. Mais il est lui à la base, et là c'est beaucoup plus solide. Oui, effectivement, il est vraiment au plus près des citoyens. Alors attention quand même, ça ne veut pas forcément dire qu'il fait l'unanimité. Cette solidité, dans la mesure où il est au plus près des concitoyens, n'est pas si simple, et notamment pendant la période où il est nommé, en fait, parce que effectivement, il est le représentant du pouvoir, bien évidemment, même si ce n'est pas toujours le cas. Le pouvoir a quand même plutôt tendance à nommer quelqu'un qui est favorable à ses idées, qui les représente localement, mais il peut être contesté. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler ce matin. Ah bah oui, parce que les maires ont du pouvoir sans doute, mais ils sont sous la coupe du pouvoir aussi, qu'ils représentent parfois. Dès lors, ils peuvent être contestés. Il est certain que dans l'image que nous avons de la figure du maire au XIXe siècle, nous sommes face à un notable.
À son aspect, tous les chapeaux se lèvent rapidement. C'est le maire de Verrières, Monsieur de Rênal. Il est riche, très riche, chevalier de plusieurs ordres. Ses cheveux sont grisonnants, il a un grand front, un nez aquilin, et au total, sa figure ne manque pas d'une certaine régularité. On trouve même, au premier aspect, qu'elle réunit à la dignité du maire de village cette sorte d'agrément qui peut encore se rencontrer avec 48 ou 50 ans. Mais bientôt, le voyageur parisien est choqué d'un certain air de contentement de soi et de suffisance, mêlé à je ne sais quoi de borné et de peu inventif. Au bras de Monsieur de Rênal, son épouse, une femme grande, bien faite, de la jeunesse dans la démarche, une grâce naïve, pleine d'innocence et de vivacité qui n'irait pas sans appeler des idées de douce volupté. Si elle eût appris ce genre de succès, Madame de Rênal en eût été bien honteuse. Elle n'a de sa vie éprouvé ni vu rien qui ressemblât le moins du monde à l'amour. Un extrait de Roger Dunoir, le Roger le Noir de Stendhal, bien sûr, une lecture de Patrice Galbaud. La scène se passe en 1830, nous avons cette figure du maire. Corinne Marache, il est possible de dresser un portrait type du maire au 19e siècle? Vous allez me dire non, parce qu'il y a tellement de variétés de situations géographiques, de taille de communes, hein, les petits villages, les bourgs, etc., qu'il n'y a pas un portrait type, une tendance quand même? Alors, l'avantage, effectivement, et on le voit très bien ce matin avec les pastilles que vous nous avez déjà proposées, la littérature s'est beaucoup emparée de la personne du maire, parce que c'est vraiment quelqu'un qui incarne véritablement une figure au sens littéral et littéraire du terme. Et de fait, cette image du maire a beaucoup été véhiculée par cette littérature. Un homme d'embonpoint, d'un certain âge, plutôt la quarantaine, la cinquantaine, quelqu'un qui, effectivement, incarne la notabilité au village, de par son aspect vestimentaire, souvent costume de type bourgeois, sa maîtrise du verbe et de l'écrit, qui est quand même pas si répandue au village, au moins en tout cas au cours des années 30 que nous présente cet extrait. Bien souvent un homme que l'on raille volontiers, que l'on méprise aussi, ou que la paysannerie en tout cas méprise un tant soit peu, en même temps qu'il les fascine. Donc un portrait finalement en demi-teinte. Et l'avantage et l'objectif des historiens, c'est quand même d'essayer de réinterroger tout ça. Et effectivement, depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années, un certain nombre d'historiens se sont emparés de la figure du maire, même si ça reste encore un champ d'études qui mériterait d'être très largement travaillé. Il reste encore beaucoup à faire et les travaux de Gaël Charcosset ont permis de faire véritablement avancer les choses. Et on voit bien que ce n'est pas si simple, que tous les maires ne sont pas forcément de grands notables, qu'il y a un certain nombre aussi d'agriculteurs qui commencent petit à petit à faire leur place à partir du milieu du siècle. Donc oui, une image bourgeoise, une certaine tenue et bonne tenue de ce maire qui n'hésite pas quand même malgré tout lorsqu'il le faut, et ça moi je l'ai très très bien vu dans un certain nombre de sources que j'ai pu manipuler, qui n'hésite pas quand même à laisser de côté un petit peu ce côté finalement d'homme censé être lettré pour se rapprocher de ces paysans. Et là, je mets des guillemets autour du mot C. On est dans les années 30, 40 ici, effectivement, qui n'hésitent pas à employer les langues vernaculaires, les patois, pour bien se faire comprendre des paysans. Et le cas échéant, à manier la charrue ou à essayer d'adopter des gestes qui peuvent finalement l'aider à se rapprocher de ses concitoyens. Donc, un portrait type peut-être véhiculé par toutes ces sources-là, mais un portrait qu'il faudrait véritablement apprendre un petit peu à mieux comprendre dans toutes ses nuances. Corinne Marache, vous êtes l'autrice d'un ouvrage intitulé « Les petites villes et le monde agricole en France au XIXe siècle ». C'est publié aux Presses universitaires de Rennes et on voit bien qu'entre le portrait type véhiculé dans la littérature et puis le portrait que l'historienne peut essayer de créer à partir des sources, il y a un écart. Gaël Charcosset. Oui, tout à fait. Il faut revenir aussi aux raisons pour lesquelles c'est une nomination. Le maire est nommé parce qu'il est un agent de l'État.
En tant que tel, il est considéré comme fonctionnaire, mais il n'a pas de rétribution. Donc, on le choisit aussi pour son aisance, parce qu'il doit pouvoir subvenir aux besoins de sa famille par ailleurs. Et au-delà de la fidélité au souverain, il doit être dans une situation économique, sociale et même morale, la moralité revient souvent, en capacité de représenter l'État et de ne pas nuire à l'image de l'État. Et de ce fait-là, le choix est fait au sein de la population, ce qui est un choix fait en France, mais qui n'est pas le même dans des pays voisins. Et la figure du notable s'impose de ce fait-là, et parfois elle s'impose même à l'administration. C'est-à-dire que le notable, c'est aussi une personne qui, par sa surface sociale, maîtrise un territoire. Il s'impose à la population, et parfois l'administration prend conscience que si ce n'est pas cette personne-là qui va exercer les fonctions, eh bien le dépositaire de l'autorité pourrait rencontrer son opposition. Donc cette figure du notable, elle, parfois, va jusqu'à s'imposer, et on a affaire, comme le disait Corinne Marache, à de grands propriétaires, à des personnes qui portent l'habit bourgeois, parfois des personnes légitimistes, y compris sous l'Empire napoléonien, parce que justement, ils ont cette assise sociale qui les impose. Oui, dans cet extrait-là que vous nous avez proposé, il est question de l'épouse du maire. Évidemment, les femmes sont écartées de la vie politique tout au long du XIXe siècle, mais effectivement, cette personne qui est l'épouse du maire est elle aussi une personne extrêmement importante au village. Gaëlle évoquait tout à l'heure l'importance de la morale du maire. Elle est tout aussi évidemment encore plus importante de la part de son épouse. Mais finalement, cette épouse du maire a elle aussi des fonctions au village, entre guillemets, notamment religieuses. Et elle incarne également à sa manière, le pouvoir de l'État en finalement assurant cette moralité de son époux et en se rapprochant elle aussi des administrés. Elle parvient parfois à aider son époux à démêler un certain nombre d'intrigues au village, etc. Gaëlle Chercosset, vous les avez croisés, vous avez particulièrement travaillé sur l'arrondissement de Villefranche dans le Rhône. Vous les croisez, ces premières dames au village ? Oui, tout à fait. On les retrouve parfois dans des conflits. Un seul exemple pour être plus parlant, on a un maire qui s'absente, sa femme est chez elle, l'adjoint qui est en conflit avec le maire vient réclamer le sceau municipal et sa femme s'y oppose en disant que le sceau est sacré et qu'il n'a pas à sortir du domicile du maire. Ben voilà. Donc, c'est elle qui mène l'opposition quand le mari n'est pas là. C'est très intéressant à entendre, ces explications sont très claires, sans rétribution. Pour exercer sa fonction, il faut avoir des revenus, des rentes, c'est mieux. En tout cas, il ne faut pas avoir besoin d'aller au champ sans cesse pour travailler et nourrir sa famille. C'est pour ça que les maires sont aussi des notables, on le voit bien, il y a la nécessité de maîtriser l'écrit, le parler. Et puis, j'imagine, Corinne Marache, que tout cela s'inscrit dans des réseaux, des alliances, des parentés. Il doit être possible, mais difficile, de resserrer un petit peu tous ces liens pour comprendre comment quelqu'un peut être nommé maire, parce qu'ils ne sont pas encore élus. Oui, alors effectivement, on choisit parmi les notables, effectivement, parce qu'on a besoin que ce soit des gens bien assis économiquement, financièrement. Donc, les préfets, les sous-préfets vont choisir dans ce qu'on appelle ce réseau notabiliaire qui, évidemment, on est en milieu rural, se constitue de personnes qui possèdent la terre. Ce sont les possédants. Il faut évidemment posséder la terre pour avoir le droit de vote. N'oublions pas qu'on est en situation de suffrage censitaire jusqu'en 1848. Donc tout ce réseau de grands propriétaires fonciers se connaît, interagit bien souvent dans les campagnes au sein de structures qui ne sont pas encore associatives, mais de structures du type ce qu'on appelle les sociétés d'agriculture, qui sont souvent des sociétés d'agriculture, sciences et arts. On se retrouve au chef-lieu du département pour discuter d'agriculture, pour discuter de chasse, pour discuter de littérature. Et on a également, à partir des années 1820, 30, 40, encore plus sous le Second Empire, de petites structures satellites que l'on appelle les comices agricoles, qui réunissent au niveau du canton ou de l'arrondissement, cela dépend des départements, toute cette notabilité foncière. Et donc dans ces structures et dans d'autres, je pense par exemple un petit peu plus tard au Cercle qu'a pu étudier Maurice Agulon dans le sud-est de la France, eh bien toute cette notabilité discute, échange, se connaît. Elle est bien souvent liée aussi par des alliances matrimoniales, et c'est comme ça que se font ces réseaux. C'est comme ça que se font ces réseaux électifs aussi,
établi, et c'est dans ce vivier que les préfets et les sous-préfets piochent pour choisir les personnes qui vont assurer cette fonction d'édile villageois. C'est selon la taille, en fait, de la commune, le préfet ou le sous-préfet? Préfet pour les plus grandes communes et les sous-préfets pour les petites communes, avec des seuils qui évoluent tout au long du siècle. Gaëlle Charcosset. Une petite précision, c'est le préfet qui le fait pour l'arrondissement chef-lieu du département, mais un sous-préfet dans les autres. En revanche, pour les chefs-lieux et pour les plus grosses communes, c'est le ministère de l'Intérieur qui se réserve la nomination. On peut dire aussi que ces profils sont un peu plus variés parce qu'effectivement, dès qu'on quitte les grosses communes, il n'y a pas forcément des notables qui s'imposent. On a des profils d'agriculteurs dans l'Artois, les grands fermiers que Jean-Pierre Gessen a étudiés sont des fermiers. Ils n'ont pas de la propriété de terre ou vraiment à la marge pour compléter leur exploitation, mais ils sont considérés comme vraiment très important, et donc en réalité l'importance et donc le choix du maire est conditionné par rapport aux structures sociales. Ça, c'est la première chose. Et puis dans d'autres communes où la propriété est importante, on peut trouver des propriétaires cultivateurs qui sont au seuil de l'aisance, dans lesquels les maires sont aussi choisis. Ce sont parfois des maires qui, par la pluriactivité, ont réussi à se constituer une aisance, et donc de ce fait-là à s'affirmer aussi au sein de la communauté villageoise. Allez-y. Oui, pardon, je voulais juste compléter. En fait, l'administration fait preuve de beaucoup de pragmatisme dans le choix de ces maires, parce qu'il tient compte des rapports sociaux, il tient compte des rapports de force à l'échelle communale, et parfois il fait des choix qui sont contraires à ces critères de désignation. Tout à l'heure, Corinne Marache indiquait la fidélité au souverain, qui est d'ailleurs matérialisée par la prestation de serment à l'installation. Mais parfois, il transige et il fait le choix d'une personne qui, à défaut de soutenir le régime, ne s'y opposera pas de manière frontale. Oui, parce qu'il y a de ça, il y a le soutien du régime, et on sait combien ce soutien populaire partout en France est important pour contrer ce qui est fantasmé alors comme le risque parisien. Et donc on a ce balancier. Mais moi j'ai une question qui me vient ici. Pourquoi on veut être maire? Parce qu'il n'y a pas de rémunération. On est nommé. Alors c'est le prestige uniquement qui fait qu'on a envie d'être maire? Le prestige est effectivement quelque chose d'important. Alors, et là, Gaëlle pourra aussi certainement compléter, parce que toutes les études de la prosopographie qu'elle a faites à l'échelle du territoire qu'elle a pu étudier l'a bien montré. Il y a des traditions, et les historiens l'ont beaucoup montré, on a des dynasties de maires, des familles qui sont des familles qui assurent le pouvoir, qui possèdent des maires, des conseillers d'arrondissement. Le poste de maire peut aussi constituer un tremplin pour une fonction élective effectivement plus prestigieuse encore. Et localement, au village, même si la rétribution n'est pas là, mais bien souvent, on vient de le dire, on n'en a pas forcément besoin, eh bien, être maire, c'est quand même l'assurance de posséder un aura au village, et d'en faire aussi profiter sa famille, d'en faire aussi profiter sa parentèle, d'en faire aussi profiter ses descendants. Donc il faut quand même bien se mettre en tête que le village au XIXe siècle, c'est un lieu de l'interconnaissance à l'échelle du village et des communes voisines, et cette fonction élective assure effectivement à la famille qui la possède une place qui n'est pas une place mineure. Bien au contraire, cette place, elle est très très importante, et c'est pour cette raison que devenir maire fait effectivement beaucoup d'envieux, et que on a parfois des personnes qui parviennent, justement par ces réseaux que l'on évoquait tout à l'heure, à faire tomber des dynasties de maires et à finalement pouvoir s'installer dans cette fonction, alors même qu'il n'y avait pas de personnes de cette famille-là qui l'assumaient auparavant. Gaëlle Charcosset. Oui, on a aussi affaire à des personnes qui, par leur rôle de notable, assument la fonction. Parfois, ils la trouvent très lourde, parfois ils la refusent parce qu'elle est très lourde, justement. Parfois, leurs activités économiques, leur déplacement en ville ne leur permet pas forcément, ou en tout cas, ils n'ont pas l'intention de l'assurer aussi. Donc, l'administration se heurte parfois à des refus ou à des démissions qui sont assez rapides.
Et ce rôle est aussi endossé parce que ces notables se positionnent comme des protecteurs de la communauté villageoise. Parfois, ils interviennent aussi en tant que bienfaiteurs et donc font des dons, des legs à la commune. Et pour eux, l'exercice de cette fonction est complémentaire et elle s'inscrit dans cette logique du rôle du notable et parfois même du rôle du noble qui cherche à se faire accepter. En complément, Gaëlle disait à fort juste titre que cette fonction est très lourde, c'est ce qui fait que certains refusent. Il faut quand même aussi avoir en tête que beaucoup de ces notables ont bien souvent une double résidence. Tous ne vivent pas en permanence au village, notamment les plus aisés. Beaucoup ont une double résidence, vivent soit dans une ville proche, le chef-lieu de département par exemple, mais ça peut être au-delà. Et dans ces cas-là, bien souvent, leurs adjoints jouent un rôle important et ils peuvent aussi se reposer sur des personnes de confiance, par exemple le régisseur de leur propriété, et qui peut se retrouver à assumer finalement le rôle du maire, par exemple en tant que médiateur. Évidemment, il ne va pas signer les actes, etc. à sa place, mais il peut le seconder pendant l'absence du maire. Donc ça facilite aussi le fait d'accepter cette fonction dès lors que l'on peut se reposer sur tout un tas de personnes officiellement ou officieusement. Ben oui, se reposer sur des gens pour faire ce que nous disait Gaëlle Charcosset, le bien de la commune. Après avoir constitué des revenus à la commune, je les emploie sans qu'il en coûte un denier aux habitants. Elle sera certes l'une des plus riches communes de France. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Très honoré, monsieur le maire. Le maire chez Balzac, le médecin de campagne, avec ici en 1833 l'évocation de toutes ces activités de maire. Gaëlle Charcosset, on l'entend ici, il y a cette préoccupation pour le bien de la population. Oui, tout à fait. Il est agent de l'État, il exécute donc des ordres qu'il peut recevoir, il a des pouvoirs de police, il a aussi des pouvoirs de justice qu'il remplit de moins en moins d'ailleurs, mais il est aussi représentant de la commune et donc il la représente devant la justice, il la représente dans les actes administratifs ou dans les actes notariés, il accompagne les jeunes au conseil de révision. Et puis, il peut aussi avoir un rôle, justement, de réflexion et d'accompagnement du conseil municipal sur la gestion des biens communaux. Et là, il y a des décisions à prendre, et ces décisions ne sont pas forcément d'ailleurs prises uniquement par le maire. Parfois, le conseil municipal les lui impose. Et donc, on a tout un jeu de pouvoir qui se réalise au village. Avec dans ce jeu de pouvoir, on l'a entendu dans l'extrait de Balzac, lu par Raphaël Laloum, Corinne Marache, l'évocation de l'école. Nous étions en 1833 avec le médecin de campagne de Balzac, ce sont les lois Guizot. Par exemple, voilà, une responsabilité avec ces lois scolaires qui incombent au maire, ce sont des écoles. Oui, c'est une responsabilité nouvelle et qui ne va cesser de croître durant le siècle. Mais effectivement, à partir de la loi Guizot, les communes de plus de 500 habitants sont obligées d'ouvrir une maison d'école. Alors cette école, il ne faut pas forcément imaginer celle de la Troisième République, dont nous reparlerons certainement. C'est bien souvent un espace sordide dans les petites communes, un espace loué, qui n'est pas du tout adapté à la fonction qui est la sienne. L'instituteur ou l'institutrice vivent souvent dans le même espace que celui où ils font la classe, mais le maire a pour responsabilité de trouver cette école et d'en assurer l'existence. Dans l'extrait, ce qui est important aussi de souligner, c'est effectivement toute la gestion des communaux lorsqu'il y en a. Les communaux sont des terres très importantes pour les personnes les plus précaires du village. C'est là que l'on va faire paître les troupeaux lorsqu'on ne possède pas de terre pour le faire. Et la gestion de ces communaux est extrêmement complexe. C'est une source de tensions et de conflits, notamment à partir du Code forestier de 1827. Et là, il y a un autre personnage que l'on doit mentionner ici, qui est très très important au quotidien pour la bonne gestion de la mairie par le maire et ses conseillers municipaux, c'est celui du garde champêtre, qui est un personnage majeur sur lequel s'appuie le maire pour administrer sa commune et notamment donc ces espaces que sont les forêts, les communaux, la lande, etc. Et ces forêts sont bien souvent source de conflits. On a par exemple au milieu du siècle, sous l'Empire, j'ai l'exemple en tête d'un maire en Corse, alors j'avais noté son nom pour ne pas l'oublier, Folacci Valère, dans la commune de Bastelica, qui est fort embêté parce que des administrés ont planté des châtaigniers sur
les communaux, il n'en avait normalement pas le droit, et donc il se retrouve obligé de compter le nombre d'arbres qui ont été plantés, et puis de les faire soit abattre, soit de diviser les revenus de ces arbres entre ceux qui les ont plantés, qui en sont à moitié propriétaires, et la commune et ou la fabrique qui doivent aussi profiter de ces revenus, puisque ces arbres ont été plantés sur les communaux. Donc on le voit avec ces exemples très, très concrets, cette administration communale est assez complexe, et en la matière, le garde champêtre est un personnage majeur qui un autre personnage marquant auquel on pourrait même consacrer toute une émission. Et puis, il y a aussi la question dans cet extrait des frais. Il y a aussi la question de la gestion finalement financière de la commune. Les budgets de la commune sont essentiellement engouffrés par la maison d'école, on aura l'occasion d'en reparler, la construction des routes et des chemins, et cette bonne gestion des budgets de la commune est une affaire essentiel. Et plus la commune est propriétaire, et on le voit très très bien dans l'extrait ici, plus la commune possède de biens fonciers, plus elle est riche. Et effectivement, plus elle a la possibilité de mener une politique ambitieuse en termes d'aménagement, de bâtiments, et ça c'est essentiel à retenir. Oui, c'est vraiment toute la question de s'occuper des routes, de s'occuper des problèmes, et puis l'école qui s'ajoute à cela. Gaëlle Charcosset, dans votre étude réalisée sur le politique au village, alors je dis c'est l'arrondissement de Villefranche dans le Rhône, Corinne Marache nous a dit que vous avez fait un peu de prosopographie, donc vous avez pris plein de destins de maires, de vies que vous avez croisées pour en tirer des conclusions, souvent statistiques, mais qui sont extrêmement éclairantes. Combien de personnes vous avez pu étudier ? On est de l'ordre de 10 000 personnes à peu près. Ça rigole pas. C'est conséquent. C'est la longue durée qui l'explique, effectivement. Oui, la longue durée, parce que votre étude s'étend de 1800 à 1940. Et cette question, il faut toujours se méfier de l'effet loupe. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous parlons des maires, mais il n'y a pas que le maire, et on l'entend bien. Il y a le garde champêtre, il y a le conseil municipal. Est-ce que le maire détient réellement le pouvoir au village ? Alors tout dépend des communes. En fait, on a des communes dans lesquelles les maires s'imposent. Vraiment, ils sont des notables et parfois ils ont une assise sociale territoriale considérable, et donc le maire exerce seul. C'est le cas dans certaines communes où les notables sont particulièrement importants. Parfois, c'est l'ancien seigneur qui exerce les fonctions de maire. Et puis, on en a d'autres, au contraire, où on a un exercice beaucoup plus collégial du pouvoir, et même le maire est sommé de rendre des comptes au conseil municipal. Et en réalité, les communes, au cours du 19e siècle et au début du 20e siècle, oscillent entre ces deux modèles. Il n'y a pas une continuité forcément en fonction de qui exerce les missions, et surtout cette oscillation, elle se produit aussi en fonction d'événements, de ruptures chronologiques induites par le national. Donc on a affaire à des fonctionnements très très différents. On peut avoir par exemple, on parlait du garde champêtre, pour la nomination du garde champêtre, dans une commune, le maire propose la destitution, et le maire doit, selon son habitude, procéder à la nomination du garde avec l'assentiment du conseil, c'est ce qui est indiqué dans la loi. Il s'y livre, et en fait le conseil municipal procède à une élection en fonction des différentes candidatures, tandis que dans une autre commune à moins de 20 km, là le maire désigne la personne, et le conseil municipal dans la délibération marque « Monsieur le marquis de Montaigu voudra bien nous désigner le sujet qu'il croira le plus capable de remplir la mission ». Donc on a affaire à des fonctionnements très très différents, et si on suit ces deux communes sur la longue durée, on s'aperçoit que il y a un cheminement qui reste relativement stable pour chacune d'entre elles, tandis que dans d'autres communes, on a une oscillation en fonction de l'assise sociale du maire notamment. Et puis il y a le tempérament du maire, la personnalité. Gaëlle Charcosset, c'est beaucoup plus difficile à appréhender dans les sources, mais on entend bien qu'il y a de fortes personnalités. Corinne Marache nous disait que pour certaines personnes, elles venaient rarement au village, elles habitaient loin et puis elles se faisaient représenter. Ça joue aussi cela. Oui, tout à fait. La gestion à distance est bien étudiée, c'est-à-dire que le maire peut confier les missions au quotidien à son adjoint.
Parfois, au début d'ailleurs de la période, il n'est pas rare de croiser un adjoint qui soit le régisseur du maire. Et donc, on a la transmission à la fois de la gestion au quotidien de la propriété et de la commune. Donc, dans ce cas-là, c'est l'adjoint qui peut tenir l'état civil. C'est à l'adjoint que l'on vient faire part des récriminations entre voisins, et c'est lui qui va gérer au quotidien, qui va en tenir compte, qui va en avertir le maire dans sa correspondance avec lui. Et puis, au fil du siècle, il y a d'autres moyens qui vont apparaître. On a une fluidité plus importante par la correspondance, et puis des secrétaires de mairie qui parfois vont même se substituer à l'adjoint dans ce suivi au quotidien, et le maire va signer les documents quand il va revenir. Le secrétaire va tenir toute la correspondance en attendant son retour. Et au XXe siècle, eh bien là, avec l'usage du téléphone, avec l'automobile, les déplacements sont beaucoup plus rapides, et la gestion directe par le maire peut être plus précise. Et la fanfare, qui s'en occupe ? 168, bah oui, la fanfare, il nous fallait bien ça, avec beaucoup de cérémonies, hein, Corinne Marache, le maire aussi, et ça c'est la visibilité de sa fonction, ceint d'une écharpe, représente le pouvoir, et là, lors des cérémonies, si le sous-préfet passe au village, il faut qu'il se passe quelque chose. Très clairement, très clairement. Le village, au fur et à mesure que l'on avance dans le siècle, évidemment, a fortiori à partir de la Troisième République, période à laquelle on va voir les villages se parer de mairies beaucoup plus monumentales, toute proportion gardée, bien évidemment, puisque à partir de 1884, la loi d'organisation municipale, entre autres choses, au-delà du fait, et c'est pas une moindre chose de faire en sorte que le maire soit désormais élu par le conseil municipal, mais cette loi impose aussi aux communes donc de posséder une mairie, parce que jusque-là, le conseil pouvait aussi se réunir à la maison du maire, hein, bien souvent. Donc cette mairie prend forme, et dans la mesure où elle prend forme et où elle devient un bâtiment important, elle incarne la République au village. Donc c'est une incarnation architecturale, bâtimentaire, mais pas uniquement. C'est aussi une incarnation qui passe par tout le décorum. Un décorum permanent, le buste de Marianne par exemple, que l'on va trouver dans la salle du conseil municipal, le fronton de la mairie sur lequel on trouve effectivement liberté, égalité, fraternité, et puis l'incarnation par le maire, qui, lors d'événements importants, la cérémonie du 14 juillet par exemple, ou des jours de foire, ou lors du comice agricole, jour où le préfet ou le sous-préfet peuvent effectivement, comme vous le dites, venir au village, ce maire se doit d'être effectivement sous son meilleur jour, de porter son écharpe, et bien évidemment, c'est à ce moment-là que la fanfare joue un rôle majeur. Ces fanfares, elles se multiplient dans les campagnes, notamment après les années 1870. On trouve aussi des sociétés de gymnastique, des sociétés de tir. Il ne faut pas oublier qu'on est après la défaite contre la Prusse, et qu'il s'agit effectivement de resserrer toute la population, y compris dans les campagnes, ce qui n'est pas si simple au début de la Troisième République, autour de cette nation, de faire nation, pour fabriquer, entre guillemets, ce citoyen revanchard qui doit se tenir prêt, le cas échéant, si un jour l'occasion est donnée au pays de prendre sa revanche. Et donc, ces fanfares municipales, ces fêtes républicaines au village sont des moments très forts d'expression de la patrie, d'expression de la République, qui sont incarnés par le maire et qui, on le disait tout à l'heure, mais c'est très très vrai dans ces moments-là, le maire est vraiment le passeur de République. C'est vraiment celui qui met en scène, qui orchestre toute cette mise en musique de la République au village à partir de 1870. C'était déjà vrai avant, mais ça prend une dimension complètement nouvelle au lendemain de la défaite contre la Prusse. Oui, parce qu'on a ici ces différentes temporalités qui existent dans l'histoire de municipalité, avec Gaël Charcosset, ces grands mouvements nationaux qui se répercutent au niveau le plus local, mais de manière différente. Simplement évoquer les maires qui demeurent en place, même s'il y a un changement de régime, et puis d'autres qui sont renversés. Est-ce que c'est la même temporalité ? Est-ce que quand le régime change, on change tous les maires ? Non, loin de là.
Loin de là, parce qu'en réalité, il y a une volonté de pragmatisme, et ce pragmatisme, parfois, il s'impose à contre-coup, c'est-à-dire que parfois, le régime cherche à changer et très rapidement à nommer d'autres personnes et revient sur ses décisions. Parce que les personnes ne sont pas aussi solides qu'espérées pour défendre le régime, parfois parce que le régime se durcit. Par exemple, le moment où la transition est la plus forte, c'est au moment de 1830, où là on a un jeu très important de nominations, de révocation de nominations qui ont lieu. Et parfois, il y a un retour en arrière sur cette décision. De même, il y a la courte expérience des 100 jours pendant lesquels les maires sont élus par la population directement. Et parmi ces maires, dans un arrondissement comme celui de Villefranche, où les opinions libérales s'expriment, on retrouve un certain nombre de maires qui vont être rechoisis un peu plus tard ou qui vont devenir adjoints, alors qu'il ne fait aucun doute pour le régime qui sont libéraux. Et dans ce cas-là, le préfet en appelle au loyalisme plutôt qu'à la fidélité au souverain. Donc on a ce jeu qui opère, et puis on a d'autres formes de pragmatisme qui s'affirment. L'administration tient compte aussi des oppositions au sein du village et parfois fait le choix d'une personne qui ne représente pas forcément son opinion parce que c'est la personne qui s'impose localement. La population parvient à faire comprendre son souhait et parfois l'administration s'y plie. Je pourrais prendre un exemple. Vous avez dans la commune de Chamelais par exemple en 1845 un maire qui est accusé de mal gérer la commune. Il donne sa démission. Aussitôt les conseillers municipaux proposent un autre nom. Le sous-préfet refuse sa démission, mais en 1846 il n'est pas élu ou il ne s'est pas représenté et donc aussitôt, la candidature de cette même personne est reproposée. Le sous-préfet propose deux autres personnes qui refusent, et au final, c'est le choix de la population qui s'impose à l'administration et qui fait le choix de ce maire. Eh bien, restons dans l'arrondissement de Villefranche. L'installation qui a eu lieu le 25 octobre de M. Billet, comme nouveau maire de Chamelais, a été accompagnée de démonstrations populaires d'un genre assez original. Une salve de 6 coups de boîte d'artillerie villageoise avait annoncé à la population que la municipalité était constituée. On vit alors un nombreux concours d'habitants, au milieu desquels figurait la majorité du conseil municipal, escorter en grande pompe le transport d'un arbre d'une longueur de 30 mètres, façonné à l'avance, et destiné à être planté devant le domicile du nouveau maire, dans sa propriété de Chalosset. Cet arbre était peint aux 3 couleurs nationales et surmonté aussi d'un drapeau tricolore. Après l'exaltation de cet arbre allégorique, le magistère du lieu, secrétaire de la mairie, harangue le nouveau magistrat et dit « Vos concitoyens enorgueillis de vous avoir pour maire viennent de planter l'arbre qui sera désormais le signe de la dignité à laquelle vous avez été élevés. Ils espèrent trouver en vous un père, un défenseur, un bienfaiteur et un ami. Mais aussi ils s'empresseront de marcher sur vos traces et reconnaîtront en toutes circonstances votre autorité. » Chloé Rouillon, Raphaël Laloum qui nous lisait le journal de Villefranche, feuille commerciale, industrielle, littéraire, agricole et d'annonces judiciaires du 1er novembre 1846. Gaël Charcosset, c'est riche de symboles tout cela. Tout à fait. Justement, c'est le maire qui a été choisi par la population, parce que je vous parlais de 1845-46. C'est justement ce maire-là qui est honoré par cette plantation de ce qu'on appelle un arbre de mai, qui s'appuie sur les traditions locales, dont on retrouve encore des origines. On la retrouve en Dordogne à la fin du 19e siècle. Il y a toute une étude ethnographique qui avait été menée. Elle est plutôt présente quand le maire est élu, ces périodes d'élection. Mais là, vous voyez que c'est une nomination. La population a obtenu gain de cause au final. Et il y a cette démonstration de joie qui est faite. Alors, démonstration de joie qu'il faut nuancer. Hein. Le notable se met aussi en scène par ce moyen-là. Normalement, un arbre de mai, il est planté et en retour, le maire doit offrir à boire à la population qui l'honore. Voilà, un petit coup pour tout le monde, c'est la tournée du maire. Corinne Marache, on a quand même une difficulté, on le voit bien au moment de la Troisième République, pour
asseoir la République sur l'ensemble du territoire, d'être face à des maires qui ne sont pas tellement républicains. Après le long épisode du Second Empire, il reste encore une monarchie très forte dans l'esprit de beaucoup de maires. Oui, entre les désirs du pouvoir et la réalité de son application dans les territoires, effectivement, il y a parfois un fossé assez important. Et beaucoup de maires demeurent effectivement conservateurs, avec une idéologie républicaine plus que douteuse, et ça se voit dans les faits, notamment à partir des lois Ferry, où il s'agit effectivement de laïciser l'école. Et là, on voit bien qu'il y a des moments de tension très très forts. On tarde, les maires traînent du pied à faciliter, certains maires en tout cas, traînent du pied à faciliter cette installation de l'école laïque sur leur commune. Donc ça peut être un moment de tension. Ce moment de tension se retrouve à l'inverse, en miroir, si j'ose dire, à partir du moment où la laïcisation du pouvoir s'affirme et où là, en revanche, ce sont des maires républicains qui proposent une véritable ferveur républicaine dans leur commune, et les desservants, les prêtres, en paient bien souvent les frais. Et ce qui est intéressant, on parlait tout à l'heure de la construction de la mairie, c'est que de cette construction de la mairie, selon que l'on a un maire effectivement fermement républicain ou pas du tout, elle peut se faire spatialement dans le village, dans des endroits stratégiques. Soit pour essayer d'affronter le pouvoir religieux, on va placer la mairie véritablement sur la même place en face de l'église, et on a ces deux symboles architecturaux de la religion d'un côté, de la République de l'autre, qui se font face. Et si en plus on a une auberge tout près de la mairie, et que cette auberge fait le plein le jour de la messe, évidemment le maire républicain a gagné la partie. On a aussi une autre possibilité. On fait parfois le choix de construire la mairie dans un quartier complètement différent de celui de l'église pour déplacer finalement la vie du village dans un espace qui n'est pas celui de l'espace de l'église, qui jusque-là réunissait les citoyens, évidemment, de manière séculaire, depuis très longtemps. Donc, selon que l'on a un maire républicain ou conservateur, la manière d'administrer la commune est différente, mais la manière même de construire la commune, d'aménager la commune peut être différente. Dans la volonté d'illustrer votre propos et dans une démarche scientifique, essayons un peu d'histoire comparée. Le camarade maire prie monsieur l'archiprêtre d'honorer de sa présence la cérémonie de caractère social qui se déroulera demain à 10h, place de la Liberté. Voilà. Quelle cérémonie? Ça ne c'est pas plus long. J'irai pas. Va dire au camarade maire que je veux pas entendre une fois de plus ces sornettes sur la réaction et le capitalisme. Je les connais par cœur. Il n'y aura pas de politique, c'est seulement du patriotisme et de l'action sociale. Si vous venez pas, c'est que vous connaissez rien à la démocratie. Ah bon, dans ces conditions, j'irai. Et le chef a dit que vous veniez en uniforme et avec vos outils. Mes outils? Oui, le seau et le goupillard, il y aura des trucs à bénir. Cérémonie de caractère social. Eh ben, on retrouve la fanfare avec Don Camillo dans le film de Julien Duvivier en 1952 avec Fernandel, évidemment, bien sûr. C'est l'Italie, bien sûr, c'est la guerre froide, mais l'évocation ici de l'opposition entre un curé et un maire fait réfléchir à la notion même de pouvoir au village, parce que depuis le début de l'émission, Corinne Marache, nous parlons de ces maires. Très bien, nous avons étendu à la figure de l'épouse du maire, à la figure du garde champêtre et la fanfare en passant. Mais il y a d'autres pouvoirs au village. Le curé. Oui, effectivement. Le prêtre est une incarnation du pouvoir parmi d'autres au village. Et la tension monte à la fin du 19e siècle. Évidemment, c'est à mettre en lien avec la politique nationale. Et là, on est dans ce jeu de la grande et de la petite patrie, qui est quelque chose d'essentiel pour bien comprendre la fonction du maire au village. Et très clairement, en France, on a tout un tas d'exemples comme ça à la fin du 19e et au tout début du XXe siècle, au moment de la loi de la séparation des églises et de l'État, qui montrent combien ces tensions sont
très forte. Et on a un certain nombre d'anecdotes. Je ne résisterai pas effectivement aux anecdotes qu'avait bien montré Alain Corbin à l'époque dans Les Cloches de la Terre, concernant la maîtrise par le maire du droit à sonner les cloches. Et on a un certain nombre de villages comme ça, notamment dans le sud-est. On a quelques exemples dans la commune de Montagnac, dans les Basses-Alpes. Le maire n'autorise le prêtre à sonner les cloches pour les offices religieux que durant 30 secondes. Donc effectivement, c'est très court. Donc on a plein d'exemples comme ça qui montrent comment, via la sonnerie des cloches et plein d'autres exemples, ces deux pouvoirs que sont le pouvoir religieux et le pouvoir de la République au village s'affrontent. Gaëlle Charcosset. Oui, c'est un conflit qui existe dès les années 1830 et parfois même auparavant, qui se focalise effectivement sur les cloches, le clocher. Parfois, on a la nomination de deux sonneurs, un sonneur ecclésiastique, représenté, payé par le conseil de fabrique et l'autre par le conseil municipal. On essaye d'obtenir une place gratuite pour l'horloger communal dans l'église pour affirmer la présence municipale. Alain Corbin avait utilisé l'expression d'ascension d'une conscience municipale parce que justement cette opposition entre le desservant et le maire, eh bien justement permet aussi d'asseoir le pouvoir civil, l'autorité civile que représente le maire. Et de ce fait-là, les conflits sont assez incessants. Ça peut être, comme on vient de le dire, les sonneries, les cloches, le clocher, mais aussi l'église, le presbytère, les réparations à faire à l'un et à l'autre, voire le jardin, la terre qui est laissée à la disposition du desservant, mais c'est aussi la gestion du cimetière, de son éventuel déplacement. Donc tout cela joue en permanence dans le rôle de chacun et dans l'affirmation de l'un et de l'autre au village, avec parfois deux clans, deux réseaux qui se constituent en opposition l'un à l'autre. Avec beaucoup de temporalité. Il y a le temps très court de la décision parce qu'il faut régler un problème précisément à ce moment-là. Et puis, il y a ce temps long. Gaëlle Charcosset, est-ce que vous voyez ici ces continuités où le seigneur du village demeure seigneur du village, mais devient aussi maire? Et puis, il y a ces transmissions de père en fils sur des temps très longs qui échappent un peu aux grands mouvements politiques nationaux. Oui, tout à fait. On a une très longue, des mandats de très longue durée. On a effectivement au début de la période d'anciens seigneurs ou leurs enfants qui exercent les fonctions municipales. Néanmoins, la place de la noblesse se faiblit très rapidement. Dès la monarchie de Juillet, on est aux alentours de 5%, et après ça va rester relativement stable jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc il y a cet effacement qui est à la fois de la volonté de l'administration parfois de faire appel à d'autres personnes, mais aussi du refus ou de la déclinaison faite par les personnes qui peuvent être sollicitées dans ce type de fonction. Donc on a cette longévité effectivement qui se présente, et dans certaines communes jusqu'au milieu du XXe siècle, on peut trouver un maire issu de l'ancienne famille seigneuriale. Ça me nuise beaucoup, notamment dans les années 1880, comme le disait Corinne Marache tout à l'heure. Il y a à ce moment-là un va-et-vient et une tentative pour la République de s'imposer. Il y a encore des efforts qui sont faits par ces notables traditionnels de s'imposer. Les élections de 1881 sont particulièrement contestées. On a dans l'arrondissement de Villefranche, on a à peu près un quart des opérations électorales qui vont au conseil de préfecture du fait de cette volonté de se maintenir en tant que notable traditionnel. Et puis, alors les mandats de très longue durée sont très souvent exagérés. On a effectivement des figures qui s'imposent sur la très longue durée. C'est plutôt un phénomène ponctuel qui masque les autres situations, notamment sous la Troisième République, quand les fonctions sont pourvues par des personnes élues. Les fonctions sont rarement exercées de manière continue. Il peut y avoir des césures, il peut y avoir des élections qui sont défavorables. Donc le maire ne retrouve pas son poste au conseil municipal et donc ne peut pas continuer comme maire. Et puis parfois, au sein du conseil municipal, des changements dans les réseaux et donc des changements qui peuvent se produire. Donc on a des alternances qui se produisent et qui sont très souvent masquées par ces très très longues durées de quelques-uns. Et puis pour conclure, Corinne Marache, pour rappeler
à côté de tout ce que nous évoquons sur le lien avec le pouvoir, le sous-préfet, le préfet et pourquoi pas le ministre, c'est l'importance de ce maire pour le quotidien des gens, pour leur vécu. C'est le premier représentant du pouvoir, celui qui habite juste à côté, qu'on va voir quand il y a un problème. Oui, ce pouvoir au village, effectivement, s'incarne quand même à l'égard des concitoyens. Dans les quelques minutes qui nous restent, il faudrait essayer de décliner tout ça parce que c'est extrêmement important et ce sont des choses que l'on vit encore actuellement dans ces communes rurales. Ce maire joue bien souvent le rôle de médiateur. Quand il y a des tensions infrafamiliales ou entre citoyens du village, eh bien on va bien souvent trouver le maire pour jouer un rôle de médiateur, d'arbitre. Alors il seconde le juge de paix lorsque ces affaires vont plus loin, mais grâce à lui, beaucoup d'affaires d'adultère, de viol, de querelles liées à des problèmes de bornes et de voisinage ne vont pas en justice et sont réglées par le maire. Et puis, bien évidemment, il joue un rôle majeur dans l'arrivée au village de tout un tas de services de communication et de télécommunication qui changent complètement le quotidien des villageois. À l'arrivée de l'électricité, par exemple. De l'électricité, du bureau de poste, du champ de foire qui est remplacé par le cimetière. C'est par exemple à Saint-Michel-de-Double, dans la région que j'ai étudiée en thèse, le maire qui, au milieu du siècle, donne un terrain qui lui appartient pour déplacer le cimetière à l'extérieur de la commune. Avec du décès au mariage, le maire toujours présent et là aussi pour les naissances. Merci vivement Corinne Marache et Gaëlle Charcosset. Prochain épisode dans le cours de l'histoire de la commune au communalisme, l'histoire d'un projet politique. La foule s'amasse devant l'hôtel de ville. Pour la première fois, la commune est dans l'air. La commune est réclamée. Mot prestigieux, hérité de la tradition des communes insurrectionnelles de la Grande Révolution. Cette nuit-là, l'affrontement n'a pas lieu et les protagonistes quittent ensemble l'hôtel de ville. Il est convenu qu'il n'y aura aucune poursuite de part et d'autre. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Boek, aujourd'hui de la technique Noé Chaban, émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Chloé Rouillon, Maël Vincent Randonnier et Maïwen Guizdiou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.